Jean-Baptiste vient me chercher dans le bungalow, bouleversé. Le couple de Français dont nous avons fait la connaissance 2 jours plus tôt vient d'arriver à l'hôtel. Leur fille est morte. Il a besoin de moi pour affronter ça. En marchant avec lui sur le chemin qui conduit au bâtiment principal, je me rappelle notre rencontre, dans un des restaurants en paillotes de la plage, là où le policier m'a empêché d'aller. Ils occupaient la table voisine de la nôtre, la trentaine, lui un peu plus, elle un peu moins. Tous deux beaux, gais, amicaux, visiblement très amoureux l'un de l'autre et de leur petite fille de 4 ans. Elle est venue jouer avec Rodrigue, c'est ainsi que nous avons engagé la conversation. Contrairement à nous, il connaissait très bien le pays, n'habitait pas à l'hôtel, mais une petite maison que le père de la jeune femme louait à l'année sur la plage, à 200 mètres du restaurant. C'était le genre de gens qu'on est content de rencontrer à l'étranger, et nous nous sommes quittés en comptant bien nous revoir. Sans fixer de rendez-vous, on se croiserait forcément au village, à la plage. Hélène est au bar avec eux et un homme plus âgé que ses cheveux gris bouclés et son visage d'oiseau font ressembler à l'acteur Pierre Richard. Nous n'avons, l'autre jour, pas échangé nos noms. Hélène fait les présentations. Jérôme, Delphine, Philippe. Philippe est le père de Delphine, celui qui loue la maison sur la plage. Et la petite fille qui est morte s'appelait Juliette. Hélène dit ça d'une voix neutre. Jérôme hoche la tête pour confirmer. Son visage et celui de Delphine restent sans expression. Je demande. Vous en êtes sûr ? Jérôme répond que oui. Ils viennent de l'hôpital du village où ils sont allés reconnaître le corps. Delphine regarde devant elle. Je ne suis pas certain qu'elle nous voie. Nous sommes assis tous les 7, eux 3, nous 4, dans ces fauteuils et banquettes en teck, aux coussins de couleur vive. Sur la table basse, devant nous, il y a des jus de fruits, du thé. Un serveur passe pour nous demander ce que nous désirons, Jean-Baptiste et moi, et nous passons machinalement commande, puis le silence retombe. Il dure, jusqu'à ce que Philippe se mette tout à coup à parler. Il ne s'adresse à personne en particulier. Sa voix est aiguë, saccadée, elle donne l'impression d'un mécanisme déréglé. Au cours des heures qui suivent, il fera ce récit plusieurs fois, presque identique. Ce matin, juste après le petit déjeuner, Jérôme et Delphine sont partis au marché, et lui est resté à la maison pour garder Juliette et Sandy, la fille du patron de la guest house. Il lisait le journal local, assis dans son fauteuil en rotin sur la terrasse du bungalow, de temps à autre levait les yeux pour surveiller les 2 petites filles qui jouaient au bord de l'eau. Elles sautaient en riant dans les vaguelettes. Juliette parlait français, Sandy sri-lankais, mais elles se comprenaient très bien quand même. Des corneilles se disputaient en coassant les miettes du petit déjeuner. Tout était calme, la journée allait être belle. Philippe a pensé qu'il irait peut-être pêcher avec Jérôme, l'après-midi. À un moment, il a pris conscience que les corneilles avaient disparu, qu'on n'entendait plus de chants d'oiseaux. C'est alors que la vague est arrivée. Un instant plus tôt, la mer était étale. Un instant plus tard, c'était un mur aussi haut qu'un gratte-ciel et qui tombait sur lui. Il a pensé, l'espace d'un éclair, qu'il allait mourir et qu'il n'aurait pas le temps de souffrir. Il a été submergé, emporté et roulé pendant un temps qui lui a paru interminable dans le ventre immense de la vague, puis il a rejailli sur son dos. Il est passé comme un surfeur au-dessus des maisons, au-dessus des arbres, au-dessus de la route. Ensuite, la vague est repartie en sens inverse, l'aspirant vers le large. Il a vu qu'il fonçait sur des murs explosés contre lesquels il allait se fracasser, et il a eu le réflexe de s'accrocher à un cocotier, qu'il a lâché, puis à un autre, qu'il aurait aussi lâché si quelque chose de dur, un bout de palissade, ne l'avait pas coincé et plaqué contre le tronc. Autour de lui filaient à toute allure des meubles, des animaux, des gens, des poutres, des blocs de béton. Il a fermé les yeux en s'attendant à être broyé par un de ces énormes débris, et il les a gardés fermés jusqu'à ce que le mugissement monstrueux du courant se calme et qu'il entende autre chose, des cris d'hommes et de femmes blessés, et qu'il comprenne que le monde n'avait pas pris fin, qu'il était vivant, que le cauchemar véritable commençait. Il a ouvert les yeux, il s'est laissé glisser le long du tronc jusqu'à la surface de l'eau, qui était complètement noire, opaque. Il y avait encore du courant, mais on pouvait lui résister. Le corps d'une femme est passé devant lui, la tête dans l'eau, les bras en croix. Dans les décombres, les survivants commençaient à s'appeler. Des blessés gémissaient. Philippe a hésité. Est-ce qu'il valait mieux se diriger vers la plage ou vers le village ? Juliette et Sandy étaient mortes. De cela, il était certain. Il fallait maintenant retrouver Jérôme et Delphine et le leur dire. C'était cela sa tâche, désormais, dans la vie. Philippe avait de l'eau jusqu'à la poitrine, il était en maillot de bain, barbouillé de sang, mais il ne savait pas au juste où il était blessé. Il aurait préféré rester là sans bouger, attendre que des secours arrivent, pourtant il s'est forcé à se mettre en marche. Le sol, sous ses pieds nus, était irrégulier, mou, instable, tapissé d'un magma de choses coupantes qu'il ne pouvait pas voir et à quoi il avait horriblement peur de se blesser. À chaque pas, il tâtait le terrain, sa progression était lente. À 100 mètres de sa maison, il ne reconnaissait rien. Plus un mur, plus un arbre. Quelquefois des visages familiers, ceux de voisins qui pataugeaient comme lui, noirs de boue, rouges de sang, les yeux agrandis par l'horreur et qui comme lui cherchaient ce qu'ils aimaient.
On n'entendait presque plus le bruit de succion des eaux qui refluaient, et de plus en plus fort les cris, les pleurs, les râles. Philippe a fini par atteindre la route, et un peu plus haut, l'endroit où la vague s'était arrêtée. C'était étrange, cette frontière si nettement marquée. En deçà, le chaos, au-delà, le monde normal, absolument intact. Les petites maisons de briques roses ou vert pâle, les chemins de latérite rouge, les échoppes, les mobylettes, les gens habillés, affairés, vivants, qui commençaient seulement à prendre conscience qu'il s'était passé quelque chose d'énorme et d'effroyable, mais ne savaient pas quoi au juste. Les zombies qui, comme Philippe, reprenaient pied sur la terre des vivants ne pouvaient que balbutier le mot « vague ». Et ce mot se propageait dans le village, comme a dû se propager le mot « avion » le 11 septembre 2001 à Manhattan. Des ondes de panique portaient les gens dans les deux sens, vers la mer pour voir ce qui était arrivé et secourir ceux qui pouvaient être secourus, loin de la mer, le plus loin possible pour se mettre à l'abri au cas où ça recommencerait. Dans la bousculade et les cris, Philippe a remonté la rue principale jusqu'au marché, où c'était l'heure de plus grande affluence, et alors qu'il se préparait à aller chercher longtemps, il a tout de suite vu Delphine et Jérôme sous la tour de l'horloge. La rumeur du désastre qui venait tout juste de les atteindre était si confuse que Jérôme, à ce moment, croyait qu'un tireur fou avait ouvert le feu quelque part dans Tangal. Philippe s'est avancé vers eux, il savait que c'était leur dernière seconde de bonheur. Ils l'ont vu approcher, il est arrivé devant eux, couvert de boue et de sang, le visage décomposé, et à ce point de son récit, Philippe s'arrête. Il n'arrive pas à continuer, sa bouche reste ouverte, mais il n'arrive pas à prononcer de nouveau les 3 mots qu'il a dû prononcer à cet instant. D'autres vies que la mienne, première page, 3e partie, toujours Emmanuel Carrère, POL 2009.